Le sable du désert crissait sous les pattes de Ranger alors qu'il grattait frénétiquement la terre, ses pattes arrière tremblant sous l'effort. À 8 ans, ce vieux berger allemand, usé par les années et l'arthrose, n'avait jamais été aussi déterminé. James Callahan n'avait jamais vu son compagnon se comporter ainsi depuis leur retour d'Irak. « Rangez, au pied !» ordonna-t-il d'une voix ferme. Mais le chien ignora totalement l'ordre, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus d'une décennie. Et puis, James aperçut quelque chose. À peine visible sous la couche de sable tassé, un petit museau remuait faiblement. 2 yeux ambres, à peine ouverts, clignaient lentement dans la poussière. Ranger se laissa tomber à plat ventre, collant tout son corps contre la forme enfouie, et poussa un gémissement étrange, saccadé. James reconnut immédiatement ce signal. C'était le code d'urgence utilisé en zone de combat, soldat à terre. Depuis son porche, Maddie Lopez lâcha sa tasse de café qui alla se briser sur le béton. Elle accourut, les mains tremblantes. « Mon Dieu, James, ce chiot, il est encore en vie ?» Les yeux du minuscule berger allemand croisèrent ceux de Ranger. Et à cet instant, James ressentit une chose qui lui serra la poitrine. Une forme de reconnaissance. Ranger connaissait ce chiot. Il ne s'agissait pas d'une simple découverte, c'était personnel. « Appelle docteur Navarro » lança-t-il d'une voix hachée. Déjà à genoux, ses mains griffées et ensanglantées s'enfonçaient dans la terre pour libérer le chiot. Dis-lui que c'est une question de vie ou de mort. Qui aurait pu enterrer vivant un chiot dans le désert de Santa Inés? Et pourquoi Ranger réagissait-il comme s'il avait retrouvé son propre petit? Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. James Callahan vivait à l'ombre du parc national de Solano depuis 12 ans. Mais ce matin-là, le désert lui semblait plus hostile que jamais. À 68 ans, chaque mouvement réveillait ses douleurs chroniques, mais il suivait tout de même Ranger qui traçait sa route dans la pénombre avant l'aube. L'arthrose de l'ancien chien de guerre s'était aggravée depuis 1 an, ce même corps qu'il avait porté à travers 3 déploiements au Moyen-Orient avec le fils de James Matthew. Ranger avait sauvé Matthew à 3 reprises avant cette patrouille fatidique en 2006. L'explosion de l'IED qui avait tué Matthew avait aussi blessé Ranger, lui laissant des éclats métalliques dans la hanche et des cauchemars persistants. Quand l'armée avait livré Ranger sur le pas de sa porte 5 ans plus tôt, James avait su qu'ils étaient tous les deux des êtres brisés. 2 survivants sans guerre, sans but, sans leur Matthew. La vieille caravane en aluminium de James se dressait à la fin d'un chemin de terre, témoin silencieux d'un quotidien modeste. Elle brillait faiblement sous le soleil matinal, reflet brutal de la réalité financière, 1 200 $ par mois de retraite. À l'intérieur, la présence de son épouse défunte, Eleanor, flottait encore dans chaque recoin. Ses flacons d'insuline reposaient toujours dans le compartiment à beurre du frigo. Ses lunettes de lecture l'attendaient sur la table à côté de sa grille de mots croisés, inachevée. Chaque soir, James dressait 2 couverts et lui racontait sa journée, les douleurs de Ranger, cette solitude que les chèques de sécurité sociale n'arrivaient pas à combler. Eleanor aurait su quoi faire, il le savait. La veille encore, il avait murmuré à sa photo « le paiement de l'hypothèque ou les médicaments de Ranger ». Il avait choisi Ranger, comme il l'avait promis à Matthew. Maddie Lopez, sa voisine de 72 ans, comprenait ce genre de décision. Veuve, ex-infirmière de guerre au Vietnam, elle vivait dans le mobil-home d'à côté. Le drapeau de son mari, replié en triangle, trônait toujours sur sa cheminée. Elle avait tenu la main de jeunes soldats mourants sous la moiteur tropicale. Maintenant, elle vivait seule avec ses souvenirs et un potager trop généreux pour une seule personne. Chaque semaine, elle débarquait avec un plat fait en trop par accident, bien que James sache pertinemment que ce n'était pas le cas. La docteure Marisol Navarro dirigeait une clinique vétérinaire à bas coût, à 20 miles de là, dans un quartier excentré de Santa Inés. Une sainte en blouse bleue, connue pour ne jamais refuser un animal blessé. C'était elle qui maintenait Ranger debout malgré les factures impayées. À chaque visite, elle acceptait le « je vous paie le mois prochain » de James avec un sourire triste, celui de ceux qui comprennent les équations impossibles des pauvres. Jennifer Callahan, la petite fille de James, ne comprenait que les chiffres et les taux hypothécaires. À 35 ans, elle considérait la vie de son grand-père comme un problème logistique à résoudre. Son attachement à Ranger lui paraissait naïf, presque irresponsable. « Papy, tu peux à peine prendre soin de toi » lui avait-elle lancé lors de sa dernière visite, lui agitant sous le nez des brochures de brillantes de maisons de retraite. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était que Ranger n'était pas juste un chien.
C'était le dernier lien vivant avec Matthew, le dernier soldat que James pouvait encore sauver. Dans l'air tiède du matin flottait l'odeur douce des fleurs de Palo Verde. Tandis que les mains en sang de James continuaient de creuser, la scène se précisait. Le chiot, un berger allemand, de peut-être 3 mois, était enterré jusqu'au cou. Ses pattes avant, liées avec une corde en nylon vert, semblable à celle utilisée pour les équipements nautiques. La corde avait entaillé sa chair, laissant des marques rouges profondes. Ce n'était pas un abandon, c'était une cruauté calculée. Ranger tourna autour du trou, puis se figea. Il poussa de nouveau ce signal, celui des zones de guerre, 3 brefs, 3 longs, 3 brefs. SOS. En 40 ans de service et d'entraînement de chiens militaires, James n'avait entendu cette alerte que dans des situations critiques lorsque des vies humaines étaient en jeu. « Seigneur !» murmura-t-il en tremblant, ses doigts arthritiques luttant pour défaire les nœuds. Le regard du chiot suivait chaque mouvement de Ranger, déshydraté, exténué, mais toujours vivant. Quand James parvint à libérer une patte, l'animal ne se débattit pas. Au contraire, il tendit faiblement la patte vers Ranger, et ce dernier fit alors quelque chose qui figea James sur place. Le vieux chien s'allongea lentement en évitant de trop solliciter sa hanche douloureuse et colla sa truffe contre le museau du chiot. Puis, contre toute attente, il commença à recracher de petites quantités d'eau. Pas un vomissement, un flux contrôlé, mesuré, comme une mère oiseau nourrissant ses petits. James en avait entendu parler, des chiens de combat partageant leur eau avec leur maître blessé en Afghanistan lorsque les gourdes étaient vides. « Maddy !» cria-t-il. « De l'eau et des serviettes, vite !» Elle revint en courant avec un flacon de sport et un tas de torchons propres. Son souffle se coupa net en voyant l'état du chiot. Quel genre de monstre ferait ça? James dégagea enfin la seconde patte. Le petit corps était maigre à l'extrême, les côtes saillantes. Mais ce furent les marques sur son torse qui le pétrifièrent. Une étoile blanche parfaite au centre du poitrail, comme une médaille. Ranger, lui, n'avait pas cessé de nettoyer le chiot, lui léchant doucement le museau et les yeux pour retirer le sable. Et puis, le son se fit entendre. Un hurlement, long, grave, chargé d'émotion. Ce n'était pas un appel de meute. C'était un cri de reconnaissance, un cri de douleur. James l'avait entendu une seule fois auparavant, le jour où Ranger avait retrouvé les corps de l'unité de Matthew après l'embuscade. « On doit bouger » dit-il en enveloppant le chiot dans le torchon le plus doux. Sa voix ne tremblait plus. Elle portait désormais une détermination froide. Le trajet jusqu'à la clinique du docteur Navarro se fit dans un silence étrange, presque sacré. Le soleil se levait lentement derrière les crêtes de Santa Inés, projetant des ombres orangées sur le sol rocailleux. James gardait les yeux rivés sur la route, mais chaque fois qu'il regardait dans le rétroviseur, il croisait le regard de Ranger. Dans la benne du vieux pick-up, le chien avait calé son corps autour du chiot, devenu un rempart contre les secousses et le vent. À chaque chaos, il se repositionnait, l'ajustait, veillait. La clinique était encore fermée à leur arrivée. 6h15. Mais la lumière était déjà allumée à l'intérieur. Docteur Marisol Navarro ouvrit la porte en blouse, les cheveux relevés, la fatigue encore visible sur son visage. En voyant le torchon dans les bras de James, elle comprit immédiatement. « Mon Dieu, depuis combien de temps est-elle là-dessous ?»« Aucune idée, répondit-il. C'est Ranger qui l'a trouvée. »« Elle... Non, attends. Lui ?» dit-elle en examinant le chiot. « C'est une femelle. Elle est sévèrement déshydratée. Les plaies sont infectées. Et cette corde ? Regarde-moi ses entailles. » Ses doigts palpèrent délicatement la peau sous le poil sale, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose. « Monsieur Callahan, ce chiot a une puce électronique. » James sentit son estomac se nouer. Dans son portefeuille, il avait à peine 47 $ et quelques pièces. De quoi faire quelques courses, payer l'essence. Les cartes de crédit avaient toutes explosé pendant les derniers mois d'Eleanor. Il observe la vétérinaire brancher la perfusion, poser les électrodes, sans une seule hésitation. Ranger était resté posté à côté de la table d'examen malgré les consignes. Lorsqu'elle tenta de l'éloigner, il bougea d'un pas, mais resta collé au chiot, le museau toujours en contact. Un message clair, « Je ne pars pas sans elle ». Docteur Navarro fronça les sourcils en regardant son lecteur de puce. « C'est étrange, c'est une puce cryptée, militaire. En vérité, je n'ai jamais vu ce type d'encodage en dehors de... » Elle s'interrompit, fixant tour à tour Ranger puis le chiot. « Monsieur Callahan, est-ce que Ranger a déjà été en contact avec des femelles bergers dans un cadre militaire ?» La question le frappa comme une balle. Il déglutit. « Il y en avait une, Shadow, affectée à la DEA. J'ai aidé à son entraînement à Fort Westbridge il y a 4 ans.
Elle et Ranger, ils étaient inséparables pendant la phase finale, et puis il ne termina pas. Tous ceux qui connaissaient les duos de chiens de travail savaient à quel point ils pouvaient s'attacher comme des jumeaux. « Qu'est-il arrivé à Shadow » demanda-t-elle doucement. « Elle a été tuée dans une embuscade près de Nogal il y a 13 mois, un raid qui a mal tourné. Son corps n'a jamais été retrouvé. » La gorge de James se serra. Ranger n'a pas mangé pendant 2 semaines après ça. Navarro hocha lentement la tête et retourna à son travail. Mais James vit ses mains trembler un instant. Le chiot, lui, se battait. Chaque respiration était un effort, mais elle tenait bon. Et puis, alors que la vétérinaire s'apprêtait à prélever une petite quantité de sang, Ranger s'approcha calmement. Il leva sa patte avant et la posa sur la table, comme s'il voulait s'offrir. « Il veut donner son sang ?» murmura la docteure. « Il comprend qu'elle en a besoin. Monsieur Callahan, ce n'est pas un comportement appris, c'est de l'instinct, un instinct de meute. » À ce moment-là, la porte de la clinique s'ouvrit sur Maddie, arrivée à son tour avec un thermos de café et son sac à main. Elle jeta un coup d'œil au visage tendu de James, puis s'avança vers la vétérinaire. « Ne me dis pas combien faut-il ? Le traitement initial, la perfusion, les antibiotiques, les soins de plaie, 3000 au minimum, estima Dr Navarro. Et elle aura besoin d'une chirurgie sur la patte avant, potentielle atteinte nerveuse. Je mets 500 tout de suite, dit Maddie en sortant son carnet de chèques. On se débrouillera pour le reste. James voulut protester, mais elle lui posa la main sur le bras. Dans son regard, il retrouva celui d'Eleanor durant ces derniers jours, la force de ceux qui donnent sans rien attendre en retour. Ranger poussa un gémissement et posa doucement son museau contre la marque blanche du chiot. L'étoile, souffla-t-il. Shadow avait la même, c'était rare, génétique. Elle disait que ça ne se trouvait que dans une lignée très spécifique. Docteur Navarro releva brusquement les yeux. « Monsieur Callahan, si cette petite est bien qui je pense, il y a des gens qui la cherchent, des gens dangereux. » La pièce devint silencieuse. Seul restait le bip régulier du moniteur cardiaque et la respiration calme de Ranger, toujours en alerte. James comprit alors, une nouvelle guerre venait de commencer. Il ne pouvait pas se permettre de perdre cette bataille-là, pas celle-là. Il regarda la petite chose fragile enroulée dans la serviette, ses pattes tremblantes mais vivantes. « Quoi qu'il en coûte, murmura-t-il. On la sauvera. » Ranger donna un coup de queue contre le métal de la table. Pas un simple geste, c'était une promesse, un cri de guerre. Dehors, le soleil montait lentement, projetant une chaleur aveugle sur le désert, indifférent au drame discret qui se jouait dans cette clinique de fortune, où l'amour, la loyauté et le devoir valaient plus que n'importe quelle somme d'argent. Navarro continuait son travail avec la précision d'un chirurgien, nettoyant les plaies une par une. Mais James se remarqua qu'elle jetait sans cesse des regards vers la porte, comme si elle s'attendait à ce qu'un danger invisible surgisse à tout moment. Elle finit par briser le silence d'une voix prudente. « Monsieur Callahan, cette puce contient un code d'identification de la DEA. Ce genre de code n'est utilisé que pour des chiens d'intervention militaire. Vous pensez bien que ce n'est pas une simple coïncidence. » James ferma les yeux, ramené d'un coup à une journée brûlante à Fort Westbridge. Il revoyait Ranger et Shadow bouger comme deux danseurs sur un terrain d'exercice, synchronisés, intuitifs, liés par une intelligence partagée. « Vous êtes en train de dire que ce chiot est la fille de Shadow ? C'est pratiquement certain, répondit Navarro. Elle ouvrit un fichier sur son ordinateur et tourna l'écran vers lui. Voyez ce motif, cette étoile blanche au poitrail, elle est spécifique à une lignée appelée Alvorson. Shadow était la dernière femelle reproductrice de cette lignée. Ranger ne bougeait toujours pas. Son corps formait une barrière autour du chiot. Lorsqu'elle gémit, il abaissa doucement sa tête et toucha son nez contre le sien, avec une tendresse presque humaine. Maddie, silencieuse jusque-là, s'avança. Mais alors, pourquoi quelqu'un aurait-il enterré un chiot aussi précieux vivant dans le désert ? Pour envoyer un message, dit James, la voix basse, ou pour effacer une preuve. Il avait vu cela au Vietnam. Matthew lui avait raconté la même chose en Irak. Quand on ne pouvait pas atteindre directement l'ennemi, on détruisait ceux qu'il aimait. Et comme pour confirmer ses pires craintes, la porte de la clinique sonna brutalement. Un homme en costume sombre entra, son regard balayant la pièce avec l'efficacité d'un professionnel. James sentit son corps se tendre. Il n'avait plus d'arme à la hanche depuis longtemps, mais son réflexe de soldat était intact. « Je cherche Dr Navarro », dit-il, un accent du nord-est flottant dans sa voix. « Agent Daniel Rhys, DEA. Nous avons reçu une alerte suite à un scan de puce. Ranger grogna, un grondement profond dans la poitrine.
Le vieux chien se plaça immédiatement entre l'agent et le chiot. « Doucement, Ranger !» murmura James, mais lui-même restait crispé. Trop d'années à déchiffrer des situations ambiguës. Trop de fois où un badge n'avait pas été synonyme de sécurité. « Je suis ici pour aider », déclara Rhys, levant les mains en signe de paix. « Ce chiot, c'est une preuve dans une enquête fédérale sur un cartel. Shadow traquait une filière de drogue synthétique lorsqu'elle a été tuée. Et ces chiots ?» Il hésita. Le cartel croyait avoir éliminé toute sa descendance. Ces chiens peuvent détecter des substances que les autres ne perçoivent pas. C'est génétique. Une mutation rare dans leurs récepteurs olfactifs. Quelqu'un savait qu'elle avait survécu, dit Maddie, et a voulu la faire disparaître. Rhys acquiesça. On la recherche depuis des mois. Shadow était enceinte au moment de l'embuscade. Nous pensions qu'aucun de ses petits n'avait survécu. James sentit une nouvelle fatigue l'envahir. Encore une guerre, encore une lutte, et lui, avec 47 $ dans sa poche et 3 semaines de retard de loyer. Mais Ranger ne fléchissait pas. Il restait là, ancré, fidèle, indomptable. Il lui rappelait toutes les promesses faites à Matthew, à Eleanor, à tous ceux qui lui avaient confié la garde de ces guerriers à 4 pattes. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Que va-t-il lui arriver ?»« Protection fédérale, une fois stabilisé ?» répondit Rhys. « Ensuite, entraînement. » Le grondement de Ranger s'intensifia, découvrant des crocs usés mais menaçants. Le chiot, pourtant à peine consciente, gémit en réponse, comme connecté à son gardien. « Ranger, calme !» dit James, reprenant son ton de sergent. Le vieux berger obéit mais ne recula pas. Pas d'un centimètre. La docteure Navarro s'interposa avec diplomatie. « Agent Rhys, ce chiot est en état critique. Le moindre transport pourrait la tuer. » L'homme hocha la tête, mais sortit déjà son téléphone. « Je dois organiser sa mise en sécurité. Monsieur Callahan, je vais devoir vous poser quelques questions sur la façon dont vous l'avez trouvé. » L'heure qui suivit fut un flou de formulaires, de questions posées sans fin, de réponses données mécaniquement. James répétait l'histoire, encore et encore, son regard ne quittant jamais Ranger qui restait posté contre la table d'examen comme une sentinelle. Le chiot, qu'il appelait désormais Hope dans son esprit, montrait des signes encourageants. La perfusion faisait son œuvre. Les battements de cœur gagnaient en régularité. Elle luttait. Vraiment. Nous avons des fonds d'urgence pour les chiens de travail blessés dans le cadre de missions fédérales, expliqua Rhys en parcourant son écran. Vous pourriez être indemnisé pour les frais médicaux et... Elle n'était pas en mission, coupa James. Elle a été enterrée vivante par des monstres. Rhys releva les yeux. Sa mère était en mission. Et ça, pour moi, ça suffit. Pendant ce temps, Maddie téléphonait sans relâche, sa voix basse, pressée, efficace. Lorsqu'elle revint dans la pièce, son expression était déterminée. Le centre communautaire pour anciens combattants veut aider. Tom Ramirez, tu te souviens? Son entreprise de construction va couvrir les frais vétérinaires. Ils vont appeler ça le fonds Shadow. James sentit sa gorge se nouer, tant d'années à se débrouiller seul, à survivre en silence. Et voilà que des gens se mobilisaient comme un barrage qui lâche enfin. « Il y a un souci », annonça la docteure Navarro en revenant avec des résultats d'analyse. Le souffle au cœur de Hope, ce n'est pas seulement dû à la déshydratation. Il est probablement congénital. Il faudra une surveillance spécialisée. Elle pourra vivre, oui, mais peut-être jamais travailler comme chien de service. Un silence pesant s'abattit dans la salle. James n'eut pas besoin de regarder Rhys pour deviner ce qu'il pensait. Il avait vu ce calcul trop souvent. La rentabilité d'un chien contre ses coûts. Le ratio entre potentiel et charge. Ce regard qui décidait qui on sauvait et qui on abandonnait. Alors, elle ne vous est plus utile, lâcha-t-il d'un ton glacial. « Je n'ai pas dit ça », répondit Rhys mal à l'aise. « Mais vous y avez pensé », répliqua James. Il s'approcha de Ranger, posant une main rugueuse sur sa nuque. « Voici ce qui va se passer. Hope reste avec nous pendant sa convalescence. Ranger s'est déjà lié à elle. Les séparer maintenant serait cruel. Quand elle ira mieux, on verra ce qu'elle peut devenir. Si elle peut travailler, tant mieux. Sinon, elle sera en retraite anticipée. Mais une chose est sûre, elle vivra. » Rhys le fixa longuement. « Vous prenez la responsabilité d'un chiot que les cartels pourraient vouloir éliminer. Ce ne serait pas la première fois que je me mets entre un chien et des gens qui veulent se le blesser, » répondit James le regard dur. Il désigna Ranger et Hope. « Regardez-les. Vous pensez vraiment qu'on peut les séparer ?» Tous les regards se tournèrent vers la table. Ranger avait bougé, juste assez pour permettre à Hope de se blottir contre lui. Le chiot, malgré sa faiblesse, s'était levé contre la poitrine du vieux chien, qui referma ses pattes, avant autour d'elle. Sa respiration s'apaisa aussitôt. Les yeux de Ranger s'étaient adoucis. Des années de douleur mises de côté pour une seule chose, protéger cette vie fragile.
Je vais devoir poster une sécurité autour de vous, déclara Rhys enfin. Discrète, mais présente. Le cartel ne pardonne pas. Quand ils sauront que Hope est en vie, qu'ils viennent, coupa James, une lueur glacée dans les yeux. J'ai Ranger, j'ai des voisins qui ont vu la guerre, et je n'ai plus rien à perdre. Ça me rend plus dangereux que tous leurs hommes armés. Maddie posa une main douce sur son bras. Tu as plus que ça, James. Tu nous as nous. La docteure Navarro prépara Hope pour l'intervention chirurgicale. Je veux opérer la patte tant qu'elle est stable. Ranger peut rester avec elle pendant la préparation, mais il ira où elle ira, coupa James. C'est non négociable. Vous voulez qu'elle reste calme pendant l'opération? Gardez Ranger à ses côtés. Ils forment une meute maintenant. À vrai dire, ils l'ont toujours été. Tandis qu'on roulait doucement Hope vers le bloc opératoire, Ranger boitillant à ses côtés, James sentit un changement subtil dans l'air. Un frisson, comme la pression qui précède un orage. Ce matin encore, il n'était qu'un vieil homme oublié comptant les centimes et parlant à des fantômes. À présent, il était au cœur d'un combat qu'il ne pouvait pas perdre. Pas cette fois. Il leva les yeux vers le plafond, vers le silence, et murmura « Eleanor, j'espère que tu regardes. Je crois que tu me les as envoyés, tous les deux, parce que tu savais que j'avais besoin de quelque chose pour me battre à nouveau. » Le soleil atteignait son zénith, haut et impitoyable. Quelque part dans l'ombre, des forces s'étaient déjà mises en mouvement, réveillées par un simple scan de micropuces. Ceux qui devaient rester enterrés venaient de remonter à la surface. Mais dans cette clinique modeste, au bout d'une route poussiéreuse, l'amour avait déjà choisi son camp. Et la présence silencieuse de Ranger promettait que ce combat-là ne serait pas mené seul. La première semaine passa comme dans un rêve sans sommeil, un mélange flou de médicaments, de craintes nocturnes et de petits miracles quotidiens. James avait transformé son salon en une sorte d'unité de soins vétérans improvisés. Les anciens équipements médicaux d'Eleanor reprenaient du service. La table de lit qu'il n'avait jamais rendue après sa mort servait désormais à aligner les fioles d'antibiotiques, les flacons de lait pour chiots et les seringues étiquetées avec soin selon les instructions du docteur Navarro. Hope, enroulée dans une couverture, dormait dans un petit nid au pied du canapé. Trop faible pour grimper, mais suffisamment éveillée pour couiner chaque fois que Ranger s'éloignait trop. Ce dernier s'était désigné volontaire sans discussion. Il ne quittait le chiot que pour manger ou faire ses besoins. Et encore, seulement après que James l'ait convaincu. Même son arthrose semblait s'être estompée, comme si ce nouveau rôle lui avait redonné une jeunesse temporaire. James l'attrapait parfois en train de boiter légèrement quand il pensait que personne ne regardait, mais la plupart du temps, il marchait comme un soldat. « Elle a avalé tout le biberon ce matin », annonça Maddie en entrant par la porte arrière avec sa casserole quotidienne. Elle ne prétendait plus que ses visites étaient accidentelles. « C'est un progrès », répondit James, sans lever les yeux de la pile de factures qu'il tentait de cacher sous les papiers vétérinaires. « Des nouvelles du centre des anciens combattants ? Tom Ramirez dit qu'ils ont déjà récolté 1200 $. L'American Legion veut doubler la somme. » Elle posa la casserole sur le plan de travail. « Mais James, il y a autre chose. » Elle marqua une pause. « Ta petite fille Tom a appelé, Jennifer. »« Elle te parle maintenant ?» grogna-t-il. Leur dernière discussion s'était terminée par des cris et une menace à peine voilée. Demander la tutelle légale, convaincu que son obsession pour Ranger et maintenant pour un chiot prouvait un déclin mental. « Elle est passée devant la maison hier, » dit Maddie. « Elle a vu la voiture banalisée de la DEA garée devant chez toi. Elle s'inquiète. »« Elle s'inquiète pour son héritage, tu veux dire ?» James balaya d'un geste son mobilo musée. 70 000 $ de dettes et une vieille caravane trouée. Bon retour sur investissement, hein? Soudain, Ranger releva la tête. Un grognement sourd monta de sa gorge. À travers la vitre, James aperçut une berline noire remontant lentement le chemin de terre. Pas le genre de véhicule que la DEA utiliserait pour une surveillance discrète. Trop visible, trop propre. « Maddie, emmène Hope dans la chambre du fond », murmura James, se levant sans bruit. Il se dirigea vers le buffet d'Eleanor. Derrière les assiettes décoratives de chaque état qu'ils avaient visité ensemble, sa main trouva le métal froid. Le 38 spécial, plus lourd qu'il ne s'en souvenait. « James Callahan, repose-moi ça tout de suite », siffla Maddie. « Tu ne sais même pas qui c'est ?»« Pas encore », répondit-il, fixant la voiture qui s'était arrêtée devant le portail. Une femme en costume, la cinquantaine, descendit avec un bloc-notes contre sa poitrine comme un bouclier. Gouvernement local, il en avait vu des dizaines, il reconnaissait la démarche. « Monsieur Callahan » lança-t-elle sans franchir le portail. «
Je suis Suzanne Reddick, des services de protection des adultes. Nous avons reçu une alerte concernant votre sécurité et votre bien-être. » La mâchoire de James se contracta. « Laissez-moi deviner, signalement anonyme ? Je ne peux pas confirmer. » Elle s'interrompit en voyant Ranger apparaître dans l'encadrement de la porte, Hope dans la gueule, suspendue comme un chaton. Il la déposa délicatement sur le vieux coussin du porche, puis s'allongea autour d'elle, protecteur et paisible. « C'est le chiot dont on parle aux infos ?» demanda Suzanne en baissant son bloc-notes. « Celui de la vidéo ? Quelle vidéo ? demanda James, fronçait les sourcils. Il n'avait pas allumé sa télévision depuis des jours. « Regardez !» Elle sortit son téléphone et lança un reportage local. On y voyait Ranger filmé à la va-vite par un téléphone portable, s'allonger sur le sable et se presser contre le corps de Hope. La vidéo avait explosé en ligne. 30 000 partages sur Facebook en 2 jours, murmura Suzanne. Ma fille me l'a envoyé, elle a pleuré pendant 20 minutes. Sur le porche, Ranger s'était couché contre Hope, la museau posée sur elle comme un bouclier. Le chiot, elle, leva faiblement la queue dans un geste qui ressemblait à un premier battement de joie. Le dossier que tenait Suzanne tomba légèrement. « Monsieur Callahan, je dois quand même terminer mon évaluation. » Sa voix était plus douce, presque compatissante. Le signalement disait que vous mettiez votre santé et vos finances en péril pour des animaux. « Coupable, » répondit James sans détour. « Autre chose ?» Suzanne resta un moment silencieuse, puis regarda autour d'elle le vieux mobile home, Maddie dans l'encadrement de la porte. Ranger veillant sur Hope comme un vétéran sur une recrue. « Mon père a servi en Corée, » dit-elle. « Il avait un chien qui a sauvé son unité. Quand ce chien a eu un cancer, mon père a dépensé toute sa retraite pour le soigner. Ma mère disait qu'il avait perdu la tête. » Elle soupira. « Mais ce chien a vécu 6 ans de plus. Mon père disait que c'était l'argent le mieux dépensé de sa vie. » Elle fit quelques notes. « Je vais signaler que vous êtes sain d'esprit et bien entouré. Mais monsieur Callahan, » elle sortit une brochure. « Il existe des aides pour les vétérans en difficulté. Je vais vous laisser ces informations. » Une fois seul, James s'effondra dans le vieux fauteuil d'Eleanor. La fatigue de la semaine retombait d'un coup. Les promesses de dédommagement de la DEA étaient encore coincées dans les méandres de l'administration. La banque voulait le paiement intégral de l'hypothèque avant la fin du mois. Et ces comprimés pour le cœur, il n'en restait que 3. « Tu ne peux pas continuer à te sacrifier pour eux, » dit Maddie doucement, assise sur l'accoudoir. « Et si tu y passes, qu'est-ce qu'il adviendra de Ranger, de Hope ?»« Ce n'est pas un sacrifice, » répondit James, la voix rauque. « C'est une promesse. J'ai enterré ma femme, mon fils. Il me reste une seule mission, protéger ce qui lui reste. Matthew m'a confié Ranger. Ranger m'a confié Hope. Fin de l'histoire. » Maddie resta silencieuse un long moment, puis fouilla dans son sac. Elle en sortit une enveloppe. « Eleanor me l'a confiée une semaine avant sa mort. Elle m'a dit de te la donner le jour où tu n'aurais plus le choix. » Les mains de James tremblaient alors qu'il ouvrait l'enveloppe. L'écriture tremblante mais encore lisible. La voix d'Eleanor figée dans l'encre. « À mon soldat têtu. Si tu lis ceci, c'est que tu fais encore passer tout le monde avant toi. Va dans le congélateur, derrière la glace à la menthe que tu crois que je ne connaissais pas. » Il se leva d'un bond. Dans le congélateur, derrière la fameuse glace, il trouva un sac de congélation. À l'intérieur, soigneusement emballé, 24 billets de $100. « Elle a vendu les bijoux de sa mère, » expliqua Maddie. « Ceux que tu pensais voler. Elle savait que tu ne prendrais jamais d'aide. Alors elle t'a tendu un piège, un joli piège. » James s'assit, le sac dans les mains, les yeux humides. Même morte, Eleanor trouvait encore un moyen de le sauver. Par la fenêtre, il regarda Ranger qui montrait à Hope comment poser ses pattes, l'aidant à tenir debout. Il avançait lentement, s'arrêtait pour qu'elle le suive, l'encourageait d'un coup de truffe lorsqu'elle trébuchait. Le téléphone sonna, numéro de la clinique, il décrocha. « James, » dit Dr Navarro, « j'ai les résultats définitifs. Le souffle au cœur, il est traitable. Avec le bon médicament et une surveillance régulière, elle pourra vivre une vie normale. Peut-être pas comme chien d'intervention. Mais, docteur, elle est déjà en mission, coupa-t-il. Il observait Hope faire 3 pas avant de tomber dans les pattes de Ranger qui la rattrapait avec patience. Elle donne à ce vieux chien une raison de se lever le matin. Et à moi aussi. C'est plus précieux qu'un millier de saisies de drogue. Le lendemain matin, James se réveilla avec cette étrange sensation que tout était calme, trop calme. Il jeta un œil vers le coin du salon où dormaient habituellement Hope et Ranger, mais ne vit que la couverture chiffonnée. Un instant de panique le traversa, glacé, puis il entendit un léger aboiement dehors, suivi d'un couinement. Il sortit précipitamment. Hope était sur ses pattes, instable, tremblante, mais debout.
Ranger, quelques pas devant elle, lui montrait un vieux jouet en corde qu'il avait extirpé du cabanon. Il l'agitait doucement comme un professeur montrant une formule complexe à son élève. Le soleil du matin perçait les nuages gris, projetant une lumière dorée sur la scène. James resta figé sur le seuil, absorbant l'instant comme un miracle silencieux. « Elle a tenu 12 pas », murmura Maddie qui l'avait rejoint, une tasse de café à la main. « Je les ai comptés. » James sentit sa gorge se nouer. Ranger lui montre tout, comment descendre les marches, où trouver l'eau, même comment écarter les feuilles pour voir les fourmis. Il agit comme un père. Maddie hocha la tête. Ou un vieux soldat qui forme la relève. Plus tard dans la matinée, Rhys revint. Mais cette fois, il n'était pas seul. 2 autres agents l'accompagnaient, l'un avec un dossier sous le bras, l'autre avec une tablette. Des visages fermés, des regards calculés. James sentit le froid s'installer dans son dos. « Nous avons identifié le lien génétique », annonça Rhys. « Hope est bien la fille de Shadow. Il n'y a plus de doute. » Il s'assit à la table, sortit des documents. Et cela fait d'elle une cible. Le cartel contre lequel Shadow travaillait la croyait morte avec sa mère. Or, la simple existence de Hope, même Chio, est un symbole que certains voudraient voir disparaître. James se croisa les bras. « Et vous voulez quoi ? La mettre dans un chenil gouvernemental ? La cacher comme une pièce à conviction ? Non, répondit Rhys avec gravité. On veut la recruter, l'entraîner dans un programme spécial. Une nouvelle génération de chiens de détection dotés de cette mutation olfactive. Mais cela implique un encadrement strict et une séparation avec Ranger. Alors la réponse est non, lança James sans la moindre hésitation. Elle est à peine sortie de la mort. Vous voulez déjà l'envoyer dans une cage ? Elle a besoin d'amour, pas d'un uniforme. L'un des agents du fond leva les yeux. Monsieur Callahan, elle a un potentiel qui dépasse ce que vous pouvez imaginer. Si elle reste ici, sans formation, elle sera vulnérable. Et vous aussi. James s'approcha lentement de la table. Je l'ai trouvée, enterrée sous le sable. Rangée à creuser à s'en faire saigner les pattes pour la sortir de là. Vous croyez qu'on va laisser des hommes en costume décider de son avenir ? Il marqua une pause. Vous pouvez l'entraîner ici. Je travaillerai avec elle. Je l'ai fait pour d'autres. Je le ferai pour elle. Mais elle ne part pas. Les agents se consultèrent du regard. Rhys, après un long silence, posa son stylo. Alors vous acceptez de devenir son formateur principal. Sous supervision fédérale, bénévole, pas de salaire, aucun avantage. C'est mieux que ce que j'avais hier, répondit James. Dans les jours qui suivirent, la propriété Callahan se transforma en terrain d'entraînement improvisé. Les enfants du voisinage passaient avec leur vélo pour voir Hope courir après Ranger, trébucher, se relever. Les anciens du centre vétéran vinrent installer un parcours d'agilité bricolé à partir de palettes et de pneus. Même le maire adjoint, alerté par la popularité virale de l'histoire, promit un soutien logistique. Hope progressait chaque jour. Elle apprenait à reconnaître des odeurs, à signaler, à alerter. Ranger, toujours à ses côtés, reprenait du poil de la bête. Son regard fatigué avait retrouvé une lueur vive, presque juvénile. Il la corrigeait parfois d'un petit grognement quand elle s'égarait, mais toujours avec cette patience infinie d'un vieux soldat transmettant un héritage. Un matin, alors que James préparait les croquettes spéciales pour Hope, il reçut un appel crypté, une voix grave, modifiée. « Monsieur Callahan, ce que vous avez, nous le voulons. » Il raccrocha sans attendre de réponse. James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se tourna vers Ranger qui l'observait en silence. « Ils viennent » murmura-t-il. « Et ils ne demanderont pas poliment. » Il appela immédiatement Rhys, qui confirma. Un signal a été intercepté. Quelqu'un du cartel a repéré la vidéo. Ils savent d'où que c'est elle. Le plus probable, c'est qu'ils envoient un nettoyeur. Rapide, discret, sans trace. « Vous pouvez la protéger ?»« Pas mieux que vous, » répondit Rhys. « Mais je peux vous envoyer un homme. » Le soir même, un nouveau visiteur arriva. Pas en costume, en tenue militaire décontractée, sac à dos usé, regard d'acier. Non, Derek Monroe, ancien des forces spéciales. Aujourd'hui consultant pour la DEA. Il tendit une main calleuse à James. « Rhys m'a dit que vous aviez un problème qui grogne et un autre qui mord. » James sourit à moitié. « Bienvenue dans le désert, je vous présente Hope et son tuteur. » Monroe observa Ranger et hocha la tête. « Sacré vétéran. On dirait qu'il a vu plus de batailles que moi. »« Il en a vu assez pour reconnaître un ennemi à l'odeur, » répondit James. « Et là, ça sent la poudre. » Derek Monroe ne parlait pas beaucoup, mais chaque mouvement, chaque regard, chaque geste précis trahissait des années passées sur des terrains où un faux pas pouvait signifier la mort.
En moins d'1 heure, il avait inspecté le périmètre de la propriété, noté les points d'entrée, les angles morts, les hauteurs exploitables et balisé les zones vulnérables. Il ne parlait pas de si quelqu'un venait, il parlait de quand. Le désert, c'est beau, mais c'est une passoire, dit-il en plantant une pelle près du grillage ouest. Un homme seul peut approcher à moins de 30 mètres sans que personne ne le voie, surtout par temps couvert. Et selon moi, vous aurez une visite d'ici 48 heures, pas plus. James, accroupi à côté de lui, hocha la tête. Alors on se prépare. Ils mirent en place des capteurs rudimentaires achetés dans une quincaillerie de seconde main, des canettes reliées à du fil de pêche, des pièges lumineux reliés à une batterie de voiture. Pendant ce temps, Ranger observait tout, l'œil attentif, et Hope imitait. Elle suivait Monroe pas à pas, reniflant, copiant ses mouvements, s'arrêtant lorsqu'il s'arrêtait. Elle n'avait que quelques mois, mais déjà, quelque chose brillait dans son regard. L'instinct, l'intelligence, la loyauté, transmise comme une torche entre générations. « Elle apprend vite », dit Monroe un soir, alors qu'il mangeait à la lumière d'une lanterne installée sur les marches du perron. « Elle lit les gens. Elle m'a testé pendant 2 jours. Maintenant, elle me fait confiance. » James haussa les épaules. Elle choisit les cœurs fracturés. C'est son talent. Monroe sourit, chose rare. Alors elle est au bon endroit. Le 3e jour, le silence se brisa. Un véhicule inconnu fut repéré à l'est, arrêté depuis plus d'1 heure, phares éteints. Trop loin pour que la police locale se déplace sans motif clair. Trop près pour que ce soit une coïncidence. Monroe arma sa carabine. On ne va pas attendre qu'il frappe. Mais James leva une main. Non, pas ici. Pas devant Hope. Il se tourna vers Ranger. Toi, tu sais ce qu'il faut faire. Le vieux chien se redressa, tendit ses oreilles, renifla l'air, puis aboya 3 fois, fort, rapide. C'était le signal. Un code qu'il utilisait avec Matthew autrefois. Danger imminent. La communauté répondit aussitôt. Tom Ramirez arriva avec 2 anciens Marines du coin. Maddie téléphona au shérif Atkins, qui promit de faire une patrouille accidentelle près de la route. En 2 heures, la propriété fut entourée par une solidarité silencieuse. Pas d'armes brandies, juste des hommes et des femmes debout, visibles, un café dans une main, des yeux attentifs dans l'ombre. Le véhicule repartit sans un bruit, battu non pas par la force, mais par la présence. Parfois, il suffit de leur montrer qu'on ne pliera pas, murmura Monroe en regardant les phares s'éloigner. Mais James savait que ce n'était que le premier round. Cette nuit-là, alors que tout semblait se calmer, Hope eut une crise respiratoire. Soudaine, brutale, elle tremblait, couinait, incapable de trouver l'air. James, affolé, la prit dans ses bras. « Rangez !» Le vieux chien accourut, se coucha contre elle, appuya son flanc contre le sien. Il ne bougeait pas, restait là, un mur chaud contre sa panique. James, quant à lui, sortit le médicament prescrit par la docteure Navarro, mais ses mains tremblaient trop. C'est Monroe qui attrapa le flacon et l'ouvrit, une main posée sur l'épaule de James. « Respire, vieux, elle s'en sortira. » Hope, après une minute interminable, retrouva son souffle. Elle s'endormit contre Ranger, son museau niché sous sa patte avant. James resta debout, regardant la scène, le cœur battant si fort qu'il en avait mal aux côtes. « J'ai cru la perdre », murmura-t-il. Monroe s'alluma une cigarette mais s'éloigna un peu. Et pourtant elle est encore là. Le lendemain, une surprise inattendue attendait James à la boîte aux lettres. Une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, une coupure de journal, ancienne, jaunie par le temps. Un article parlant d'un programme militaire secret destiné à expérimenter la génétique chez les chiens de combat. Un nom y était souligné, Projet Sentinelle, phase 3. Et un autre manuscrit, griffonné à côté, ils savent que Hope est la dernière. James montra la lettre à Monroe qui pâlit. J'ai entendu parler de ce programme. Ils ont essayé de créer des chiens capables de détecter des explosifs à des distances impossibles. Mais après une série de morts suspectes, tout a été classé secret défense. Tu penses que Shadow, la mère de Hope, était l'un des sujets ? Monroe acquiesça. Et Hope serait l'unique héritière génétique de cette lignée. C'est plus qu'un chiot, James. C'est une preuve vivante que ces expériences ont existé. Le poids de cette vérité s'abattit sur lui comme une enclume. Il ne protégeait pas seulement une vie fragile, il protégeait un secret que certains seraient prêts à tuer pour effacer. Mais au lieu de le décourager, cette pensée l'enracinait davantage. Ce chiot n'était pas un fardeau, c'était une mission. Le soir venu, James fit ce qu'il n'avait pas fait depuis la mort de son fils. Il sortit les médailles de Matthew, l'insigne de la 82e aéroportée, le ruban pour service exceptionnel,
et il les accrocha au collier de Hope, réduite pour ne pas gêner sa marche, mais bien visible. « Tu portes son héritage, petite, et tu vas le porter fièrement. » Ranger s'approcha. Il posa son museau contre la médaille, ferma les yeux un instant, comme en prière, puis il se coucha à côté de Hope, dans le même sens, leur souffle synchrone. Ce soir-là, James Callahan ne se sentit plus vieux, ni seul. Il était un soldat, à nouveau, et sa guerre, cette fois, il comptait la gagner. Les jours suivants, James sentit que le vent avait tourné. Pas dans l'air, mais dans les regards. Les gens du village, qui autrefois l'évitaient par simple gêne ou indifférence, commençaient à s'arrêter, à demander des nouvelles d'Hope, à tendre des sacs de croquettes, des couvertures, parfois juste un mot. « On prie pour vous. Dites-nous si vous avez besoin d'un coup de main. » Ce chiot a quelque chose, vous savez ? Hope, elle, grandissait. Pas seulement en taille, mais en présence. Elle commençait à développer un instinct rare, une capacité presque surnaturelle à anticiper les émotions autour d'elle. Un jour, lors d'une visite impromptue du docteur Navarro, elle alla se coucher contre ses genoux sans un mot, comme si elle avait senti sa tristesse. La vétérinaire avoua, les larmes aux yeux, qu'elle venait de perdre son frère. Et elle l'a su avant même que je dise un mot. Monroe observait tout cela avec cette distance silencieuse des hommes qui ont tout vu. « J'ai combattu avec des chiens partout sur la planète », confia-t-il à James un soir. « Mais je n'ai jamais vu un chiot aussi connecté. Elle ne cherche pas des ordres, elle lit les cœurs, elle s'ajuste à ton âme. » Hope ne faisait pas que s'adapter, elle s'imposait. Quand Ranger eut une chute douloureuse près du cabanon, elle alla chercher James, mordillant doucement son pantalon pour l'alerter. Lors d'un test avec des substances dissimulées, elle les identifia toutes, même celles diluées à des doses microscopiques. Son nez est une arme, déclara Rhys, qui revenait régulièrement surveiller les progrès. Mais c'est son cœur qui la rend dangereuse. Le danger, justement, n'était jamais loin. Un appel anonyme fut passé à un journal local. Un lanceur d'alerte affirmant que James Callahan hébergeait un animal issu d'un programme militaire interdit et que sa présence représentait un risque pour la sécurité publique. La une du lendemain afficha en gros titres « Un vétéran, un chiot et un secret militaire. Que cache cette caravane ?» James crut que tout allait s'effondrer, que la pression médiatique ferait reculer le soutien. Mais au contraire, elle déchaîna une vague de solidarité. Une femme dont le fils avait été sauvé d'un incendie par un chien de service organisa une collecte. Une institutrice proposa que ses élèves écrivent des lettres à Hope. Une école entière envoya des dessins, des chiots avec des médailles, des anciens combattants souriants et Ranger représenté comme un vieux héros à cap rouge. Une vidéo fut même montée, mêlant des extraits de Hope avec une voix off racontant son histoire. Elle devint virale. En moins d'une semaine, plus de 3 millions de vues. Le hashtag #HopeIsHere inonda les réseaux sociaux. James, abasourdi, reçut un appel inattendu, une invitation d'un sénateur du Wyoming. « Je veux rencontrer ce chiot et l'homme qui l'a sauvé. » Mais alors que l'Amérique découvrait Hope, d'autres, plus discrets, prenaient des mesures. Une base militaire désaffectée, à 8 heures de route, fut mystérieusement remise en activité. Un rapport interne de la DEA mentionnait une recrudescence de mouvements suspects aux abords de la frontière sud. Et surtout, un homme entra discrètement dans la clinique vétérinaire du docteur Navarro. Il portait une blouse blanche, une fausse carte d'identification et une histoire bien ficelée. Il se disait représentant d'un laboratoire de génétique animale. Mais Navarro, méfiante, appela discrètement Rhys pendant qu'il était en salle d'attente. Ce dernier débarqua 10 minutes plus tard avec 2 agents. L'homme tenta de fuir, il fut intercepté, aucune empreinte, aucun vrai nom, juste un badge vide et un couteau dissimulé dans la semelle de sa chaussure. Il n'avait pas de seringue, pas d'outil de prélèvement. Il n'était pas venu faire un test. Il était venu faire taire une vérité. Quand Rhys rapporta cela à James, le vétéran resta un long moment silencieux. « Ils ne veulent pas juste Hope », finit-il par dire. « Ils veulent y faire disparaître son existence, comme si elle n'avait jamais été là. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas reculer », répondit Rhys. « Elle est devenue plus qu'un chiot. Elle est devenue un symbole. Et vous êtes devenu une voix qu'on écoute à nouveau. » James regarda Ranger couché à l'ombre avec Hope blottie contre lui. Il vit l'équilibre fragile entre 2 mondes, l'un qui voulait effacer, l'autre qui voulait réparer. Et Hope, minuscule flamme, au centre de tout. Plus tard dans la soirée, Monroe, qui ne buvait jamais, ouvrit une bière. Il leva la bouteille vers James. « Tu sais, dans ma vie, j'ai vu des trucs que je pensais ne jamais oublier.
Mais ce que tu fais ici, avec elle, ça dépasse tout ça. James haussa un sourcil. Tu es devenu sentimental? Non, répondit Monroe. Juste humain. Ça m'arrive une fois par décennie. Ils rirent, puis tombèrent dans un silence confortable. Le genre de silence que seuls les anciens soldats comprennent. Pas de mots nécessaires, juste la reconnaissance du poids partagé. Hope s'endormit ce soir-là en tenant une balle entre ses pattes. Ranger, lui, veillait, pas juste sur elle, mais sur une vérité fragile née sous le sable d'un désert impitoyable et qui, contre toute attente, refusait de mourir. Le matin suivant, l'air était plus sec que d'habitude. Ce genre de matin où le vent semble avoir une intention, où le silence contient une menace. James, déjà debout depuis l'aube, ne parvenait pas à chasser ce pressentiment. Il avait l'impression que le désert retenait son souffle. Même les oiseaux s'étaient tus. Ranger, lui aussi, restait immobile, le regard braqué vers l'horizon. Hope jouait, insouciante, avec une corde effilochée, sans se douter que le vent venait de changer. Monroe, en train de réparer une barrière derrière le cabanon, s'arrêta brusquement. « Tu sens ça ?» demanda-t-il. « Le vent tourne, il vient du sud. » James hocha lentement la tête. Il l'avait senti aussi. Pas dans l'air, dans ses os. C'est vers midi que tout bascula. Un SUV noir, sans plaque visible, déboula à pleine vitesse sur le chemin de terre. Pas de détour, pas de feinte, une ligne droite implacable. Monroe, déjà armé, cria « À couvert !» James attrapa Hope d'un geste sûr, la glissa dans les bras de Maddie qui se trouvait là par hasard. « Emmène-la derrière le container et ne bouge pas !» Ranger grogna sourdement, déjà en position entre la maison et le véhicule. C'était un vieux chien, mais ce jour-là, il se dressa comme un rempart. Le SUV pila net à une dizaine de mètres de la clôture. 2 hommes en sortirent. Tenue sombre, lunettes noires, armes automatiques, pas un mot. Juste cette démarche qu'ont les professionnels. Précise, chirurgicale. Monroe, dissimulé derrière une planche de bois, prit la parole le premier. « Déposez vos armes et quittez la propriété. C'est un terrain privé. » Aucune réponse, juste le cliquetis d'une arme qu'on arme. Le premier tir partit, mais ce n'était pas de Monroe. Une balle siffla, creusant le sol à quelques centimètres de ses pieds. James, accroupi derrière une citerne vide, vit Ranger s'élancer. Le vieux chien, fidèle à toutes ses années de service, fonça droit vers l'un des hommes, grognant comme une tempête. Monroe tira une fois. L'homme visé s'écroula. Le second riposta, touchant le mur de la grange. Le bruit assourdissant des détonations résonna dans tout le quartier. James, toujours accroupi, sentit son cœur cogner contre ses côtes. Hope tremblait dans les bras de Maddie, les oreilles plaquées. « Tenez-la !» murmura-t-il avant de sortir à découvert pour attirer le tireur. Il n'avait pas couru ainsi depuis 20 ans, mais l'adrénaline gommait tout. Il roula derrière le tracteur rouillé, puis se releva juste à temps pour voir Monroe neutraliser le deuxième agresseur d'un tir net à l'épaule. Silence. Puis un dernier grognement. Rangé, James accourut. Le chien était couché, haletant. Du sang maculait son flanc. « Non, non, mon vieux, pas maintenant !» James tomba à genoux, pressant la plaie. « Tiens bon, tu m'entends? Tiens bon !» Hope s'approcha lentement, tremblante, puis posa son museau contre celui de Ranger. Elle ne pleura pas. Elle resta là, simplement, comme une gardienne. Les secours mirent 20 minutes à arriver, 20 minutes qui semblèrent une éternité. Monroe appela Rhys, qui mobilisa immédiatement une unité spéciale. Les 2 hommes capturés étaient vivants, mais muets. Aucun papier d'identité, aucune trace digitale, effacée de toute base de données. À la clinique vétérinaire, Ranger fut immédiatement opéré. Dr Navarro fit ce qu'elle put. 2 balles, une atteignant une côte, l'autre s'étant logée dans le muscle pectoral. Il avait perdu beaucoup de sang. « S'il s'en sort, dit-elle à James, ce sera un miracle. » James, les mains couvertes de sang séché, resta assis toute la nuit dans la salle d'attente. Hope, blottie contre lui, ne bougeait pas. Comme si elle avait compris, comme si elle priait à sa manière. Vers 4 heures du matin, Navarro sortit de la salle d'opération. Elle enleva son masque. Il est en vie. Il dort. James ferma les yeux, soulagé, puis se laissa aller contre le mur. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours, mais il ne voulait pas fermer les yeux tant que Ranger ne les avait pas rouverts. Pendant ce temps, les agents de Rhys découvraient quelque chose de plus grand. Les hommes capturés n'étaient pas seulement des exécutants. Ils portaient sur eux une puce encryptée. Et dans cette puce, des noms, des fichiers, des enregistrements, des documents liant une entreprise pharmaceutique à des expérimentations illégales sur les animaux militaires. Et en tête de liste, un mot répété plusieurs fois, sentinelle. Rhys appela James directement. « Vous aviez raison,
Ce qu'il y a dans ce chiot dépasse tout ce qu'on imaginait. Et maintenant, ils ne reculeront plus, ils savent qu'ils ont perdu l'effet de surprise. Ils pourraient tenter autre chose, plus sournois, légal, une assignation, une saisie sous prétexte de sécurité biologique. James serra les dents. Alors, on doit faire plus que survivre. On doit exposer la vérité. Et c'est là que Monroe eut une idée folle. On les force à sortir de l'ombre. On utilise Hope, pas pour se cacher, mais pour témoigner. En public, il sortit un dossier. Dans 2 semaines, un congrès vétérinaire international a lieu à Denver. Des scientifiques, des militaires, des journalistes. On y présente les avancées en médecine animale. On inscrit Hope. On envoie un message clair, elle existe, elle est vivante et elle est intouchable. James resta silencieux, l'idée tournoyant dans sa tête. Ils la verront, ils la craindront, et peut-être, ils la respecteront. Les jours précédant le congrès furent un mélange de tension et de renaissance. Ranger, bien qu'encore faible, montrait une volonté inébranlable de se lever, de marcher, de rester aux côtés de Hope. Elle, de son côté, ne le quittait jamais, pas même pour jouer. Elle l'attendait, se couchait contre lui, et parfois, doucement, elle léchait la cicatrice encore fraîche sur son flanc. Une façon de dire « Je suis là. C'est mon tour de veiller sur toi ». James passait ses journées à les observer, à les entraîner, mais surtout à se préparer à affronter un monde qu'il n'avait jamais cherché à confronter de front. Il n'était ni avocat, ni scientifique, ni politicien. Il était juste un homme avec un passé qu'il avait passé des années à enterrer. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le droit de rester dans l'ombre. Le plan était simple, trop simple même. Ils allaient se présenter au congrès avec Hope, accompagnés de Monroe, Reese et d'un petit réseau de vétérinaires et d'anciens militaires. Et ils allaient montrer au monde ce que l'Amérique avait failli enterrer, ce que des hommes dans l'ombre tentaient encore d'effacer. Maddie, qui n'était jamais allé plus loin que la frontière du comté, se proposa de conduire. « Vous êtes tous trop nerveux pour tenir un volant », plaisanta-t-elle. « Et puis je veux voir la ville. » Ils partirent un matin brumeux. James, sur le siège passager, gardait Hope sur ses genoux, emmitouflé dans une couverture. Ranger dormait à l'arrière, la tête posée sur une vieille veste militaire. Monroe conduisait une seconde voiture dans laquelle voyageaient Reese et un agent de sécurité fédérale. À leur arrivée à Denver, la sécurité était déjà en alerte. Un journaliste, informé de leur venue, avait fait fuiter la présence de la chienne miracle, et les rumeurs allaient bon train. Certains parlaient d'un chien génétiquement modifié, d'autres d'une arme vivante, mais la vérité, bien plus simple et infiniment plus belle, restait encore à entendre. Lorsqu'ils entrèrent dans le centre de conférence, James sentit tous les regards converger. Hope, minuscule et calme, marchait à ses côtés, un harnais rouge autour du torse, avec une petite médaille où était gravé « Hope, service animal en formation ». Elle ne tremblait pas, elle ne tirait pas sur la laisse, elle avançait droit, comme si elle savait exactement pourquoi elle était là. Une fois installée dans l'auditorium, Reese prit la parole le premier. Il parla de Shadow, des expérimentations secrètes, du programme Sentinelle, et surtout de ce que ce programme avait tenté de produire, des chiens capables de détecter des bombes, des drogues, des émotions humaines, avec une précision dépassant celle de tout ce que l'armée avait connu. Puis James se leva. Ce n'était pas un discours, ce n'était pas une plaidoirie, c'était un témoignage. Il raconta les déserts, le sable, le creusement de Ranger, le souffle faible de Hope, la première fois qu'elle s'était levée, et ce que cela avait réveillé en lui. « Je croyais que j'étais fini », déclara-t-il. « Je croyais que la guerre m'avait volé tout ce que j'avais de bon. Mais cette petite boule de poil a rallumé quelque chose que je pensais éteint, l'espoir. » Puis il ajouta « Ils veulent se l'effacer parce qu'elle est la preuve que les erreurs du passé existent. Mais moi, je dis qu'elle est la preuve qu'on peut réparer. » Un silence profond envahit la salle. Et c'est à ce moment-là que Monroe lâcha la laisse. Hope s'avança, seule sur la scène. Elle s'arrêta devant la foule. Des scientifiques, des généraux, des journalistes, des vétérinaires. Elle les observa, un par un. Puis elle s'assit, paisiblement, sans crainte, comme si elle leur disait « Je suis là, je ne fuis plus ». Et c'est une petite fille, assise dans les premiers rangs avec son père amputé de guerre, qui se leva la première. Elle s'approcha timidement, Hope la laissa venir, puis posa doucement sa patte sur sa main. Le père, en larmes, murmura « Elle a fait plus en une seconde que tout ce que la VA m'a offert en 10 ans. » L'impact fut immédiat, les réseaux sociaux explosèrent. Les images de Hope en train de poser sa patte sur la petite main firent le tour du monde. Les chaînes d'information relayèrent l'histoire, et les appels commencèrent à affluer.
Un vétérinaire de Boston proposa de parrainer sa formation. Une fondation militaire souhaita lui décerner une médaille d'honneur, et un sénateur que James n'avait jamais rencontré annonça publiquement vouloir ouvrir une enquête sur les expérimentations animales classées secret défense. Mais toute lumière attire son ombre. Le lendemain matin, la chambre d'hôtel de James fut cambriolée. Aucun objet de valeur volé, juste le collier original de Hope, celui qu'elle portait quand Ranger l'avait déterré, une signature silencieuse, un message. « On vous regarde ». James, loin d'être effrayé, prit cela comme une confirmation. Hope n'était plus simplement une survivante. Elle était devenue une cible parce qu'elle portait une vérité vivante. Et à partir de cet instant, il jura que plus jamais elle ne serait seule. De retour au ranch, après l'exposition médiatique fulgurante à Denver, James pensait pouvoir retrouver un semblant de paix. Mais il comprit rapidement que la paix n'existait plus dans sa vie. Pas tant que la vérité dormait sous des couches de mensonges classés top secret. Pas tant que Hope, symbole vivant d'un passé inavouable, restait une cible. La clôture fut renforcée. Monroe installa un système de caméras connecté à son propre serveur. Reese fit transférer 2 agents fédéraux à plein temps sur la propriété. Même la docteure Navarro obtint une autorisation spéciale pour venir traiter Ranger et Hope sur place. Mais malgré tout cela, James sentait que le plus dur était à venir. Un soir, alors qu'il réparait le toit de la grange, son téléphone vibra. Un message codé de Reese. Intercepter une communication. Ils vont tenter de récupérer Hope, probablement par voie légale. Prépare-toi. James redescendit de l'échelle lentement. Il savait ce que cela voulait dire. Ils allaient frapper avec des papiers, pas des balles, des injonctions, des assignations, des ordres judiciaires. C'était plus propre, plus silencieux et beaucoup plus difficile à contrer. Le lendemain matin, un véhicule officiel du département de la sécurité intérieure se présenta à la barrière. Une femme, costume gris, tailleur impeccable, lunettes noires, sortit un dossier. « Monsieur Callahan, je suis l'agent Marla Jennings. Vous êtes en possession d'un animal classé potentiellement issu d'une lignée expérimentale sensible. Nous avons ici un ordre de confiscation temporaire. » James la fixa, silencieux. Derrière lui, Ranger grogna. « Je vous préviens, dit-il, voix basse, vous ne la toucherez pas. » Mais Jennings n'était pas venue seule. 2 agents en uniforme attendaient dans le véhicule. Et elle n'était pas là pour négocier. « Si vous refusez de collaborer, nous devrons faire appel au tribunal. Vous n'avez aucun droit légal de garder cet animal si l'origine est liée à un programme militaire. » Elle ajouta presque doucement, « Et si vous l'aimez, vraiment, vous ne voudriez pas qu'elle soit arrachée par la force, n'est-ce pas ?» James se sentit envahi par une colère glaciale. Pas de hurlements, pas de gestes brusques, juste ce feu intérieur contenu, menaçant. « Vous avez 24 heures, ensuite je réponds par voie judiciaire. » 24 heures, alors, dit Jennings en hochant la tête. Et elle repartit. Ce soir-là, la lumière du soleil s'effaça plus vite que d'habitude. Monroe nettoyait silencieusement une vieille arme de poing. Maddie restait silencieuse, les mains tremblantes, et Hope semblait ressentir la tension. Elle ne jouait pas, ne dormait pas. Elle restait couchée entre Ranger et James, attentive à chaque son, chaque pas dans la cour. À 2 heures du matin, James fut réveillé par un grattement léger à la porte. Ce n'était pas Hope, c'était une silhouette. Un homme seul, debout dans la nuit. James ouvrit, armé, prêt, mais il reconnut le visage. C'était un ancien compagnon d'armes, Luke Hendricks. Ils avaient combattu ensemble à Fallujah. James l'avait cru mort depuis 10 ans. « Tu vis encore, salaud ?» murmura-t-il. Luke sourit, amer. « À peine, mais j'ai vu ton histoire, et je ne pouvais pas rester silencieux. » Ils s'assirent autour d'un feu. Luke raconta ce qu'il savait. Lui aussi avait travaillé un temps pour le programme Sentinelle. Mais après un test ayant mal tourné, il avait disparu. Ce qu'ils veulent, James, c'est effacer les preuves. Toutes. Ils ont réussi à faire taire les chercheurs, les soldats. Même les chiens ont été éliminés. Hope est à la dernière. Et toi, t'es le seul qu'il n'ait pas encore pu acheter ou faire taire. Il sortit une clé USB. Dedans, t'as tout. Rapport, scan, ADN, preuve que Hope est le fruit d'une manipulation génétique militaire. Mais aussi qu'elle n'a rien de dangereux. Elle n'est pas une arme, elle est une chance. James le prit, lentement. Pourquoi maintenant ? Parce que je veux mourir avec quelque chose de propre sur la conscience. Et en effet, Luke n'avait plus que quelques semaines à vivre. Il était atteint d'un cancer avancé, conséquence probable de l'exposition à certains produits utilisés dans les installations de test. Il refusa de rester dormir. « Je suis déjà un homme mort, mais toi, t'as encore une guerre à gagner. » Le matin suivant, James contacta un journaliste d'investigation,
Marcus Blaine, l'un des rares à avoir déjà mis à jour un réseau illégal de biotechnologie militaire. Ensemble, ils planifièrent une diffusion publique des fichiers, à condition que la sécurité de Hope soit garantie. Mais ce même matin, les avocats du gouvernement déposèrent une assignation officielle. Hope devait être transféré sous la garde de l'État fédéral dans les 72 heures. James n'eut plus le choix. Il convoqua une conférence de presse. Dans le vieux hangar, entouré de vétérans, d'enfants, de journalistes et de caméras, il fit venir Hope à ses côtés. Et avec calme, sans haine, il exposa tout. Le programme Sentinelle, les chiens disparus, les soldats sacrifiés, les expériences clandestines. Et Hope, debout, preuve vivante d'un passé qu'on voulait enterrer. « Regardez-la » dit-il en caressant sa tête. « Elle n'a pas été faite pour tuer. Elle n'a pas été faite pour survivre. Et si l'Amérique la reprend aujourd'hui, elle se reniera elle-même. » Ce fut une bombe. Les réseaux s'enflammèrent. Des manifestations spontanées éclatèrent devant plusieurs bases militaires. Des vétérans postèrent des vidéos de soutien. Le hashtag As Your Hope Belongs Here atteignit 40 millions d'impressions en 48 heures. Et le président du comité judiciaire du Sénat demanda l'ouverture d'une enquête publique. Lorsque l'enquête sénatoriale fut officiellement ouverte, tout bascula. Des documents classifiés furent temporairement déclassifiés sous la pression de l'opinion publique. Des vétérans, jusque-là silencieux, commencèrent à témoigner. D'anciens dresseurs militaires, d'anciens membres du personnel médical, même un ancien général à la retraite, tous racontèrent une histoire qui avait été longtemps étouffée. Celle d'un programme construit sur la douleur, les effacements, les cicatrices invisibles. Sentinelle n'était pas seulement un programme d'expérimentation animale, c'était une métaphore de toute une époque, de tous ceux qu'on utilise puis qu'on jette. Et au cœur de cette vérité vivante, il y avait Hope. Le gouvernement tenta bien quelques manœuvres. Appel de dernière minute, recours d'urgence, menaces voilées contre le journaliste Marcus Blaine. Mais l'élan populaire était devenu incontrôlable. Chaque attaque contre James ou Hope renforçait leur image. Des artistes peignaient déjà des fresques à leur effigie. Une statue fut commandée à Miami. Même Hollywood appelait « on parlait d'un film ». Mais pour James, ce n'était pas de la gloire, c'était un combat. Il dormait peu, mangeait mal. Passait ses nuits à relire les documents, à organiser les rendez-vous avec les avocats, à rassurer Maddie qui avait commencé à faire des cauchemars. Hope aussi changeait. Elle sentait la tension. Elle ne jouait presque plus, mais gardait toujours Ranger à portée de vue. Le vieux chien, lui, semblait comprendre. Il n'aboyait plus. Il veillait. Un matin, Rhys frappa à la porte avec un air grave. « J'ai du nouveau » dit-il. « Pas bon ?» Il avait intercepté une communication d'un groupe paramilitaire lié à une société privée de sécurité. Une opération était prévue. Une reprise discrète d'un actif biologique non autorisé. En clair, une tentative d'enlèvement. James sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quand ? D'ici 48 heures maximum. Alors ils décidèrent d'anticiper, d'organiser une exfiltration. Monroe, Rhys et 2 autres anciens membres des forces spéciales montèrent un plan. Hope serait déplacé en lieu sûr, loin du ranch, loin de James. Juste le temps que le Sénat statue, que les recours juridiques tombent, que le monde finisse d'ouvrir les yeux. Mais James refusa. « Elle ne part pas sans moi, dit-il. Je l'ai sortie du sol. Elle m'a sorti du vide, on termine ça ensemble. » Personne ne discuta. C'était une évidence. Ils partirent la nuit suivante, à bord d'un vieux camping-car retapé pour l'occasion. Monroe au volant, James avec Hope et Ranger à l'arrière, Maddie endormie contre une pile de sacs de provisions. Ils prirent les routes secondaires, évitant les checkpoints, les radars, les villes trop visibles. Leur destination, un petit centre pour vétérans dans le Dakota, isolé, gardé par d'anciens soldats devenus thérapeutes. Là-bas, ils pourraient attendre la fin de l'audition sénatoriale protégée. Là-bas, Hope pourrait respirer sans avoir peur. Mais la route ne fut pas paisible. À mi-parcours, sur une route déserte bordée de pins, ils furent pris en filature. Une Jeep noire, vitres teintées, phares éteints, Monroe la repéra dans le rétroviseur. « On n'est pas seul ?» James attrapa Hope, la tenant contre lui, tandis que Rhys dégainait lentement une arme de poing. « Prépare-toi !» La Jeep accéléra. Tentative d'intimidation. Elle se plaça à hauteur du camping-car, puis recula, puis revint, comme un prédateur testant sa proie. Mais Monroe n'était pas un chauffeur ordinaire. Il lança le camping-car dans une manœuvre que James n'aurait jamais cru possible avec un véhicule aussi lourd. Frein à main, demi-tour brutal sur un sentier forestier. La Jeep tenta de suivre,
mais glissa sur un talus détrempé et percuta un arbre de plein fouet. Silence. Puis une explosion brève. Pas de victimes, juste un rappel. Ils étaient prêts à tout. Ils reprirent la route, plus vite, plus tendue. Hope, silencieuse, gardait la tête posée sur les genoux de James, les yeux grands ouverts. Elle ne tremblait pas. Elle observait. Le lendemain, ils arrivèrent enfin au refuge, une vieille bâtisse de bois construite par des vétérans pour des vétérans. À l'entrée, une plaque gravée « Parce que certaines guerres ne finissent jamais ». James sentit une boule dans sa gorge, il descendit avec Hope, et pour la première fois depuis longtemps, il respira profondément. Rangé, lui, se coucha sous un arbre. Il avait l'air apaisé. Pendant les jours qui suivirent, ils vécurent en retrait, espionnés sans doute, mais jamais localisés. Et c'est dans ce calme fragile que la décision tomba. Le Sénat reconnaissait l'existence du programme Sentinelle, déclarait Hope comme animal rescapé d'un projet non autorisé et par conséquent protégé par la loi sur le bien-être animal et les droits des anciens combattants. Elle ne serait ni saisie, ni étudiée, ni enfermée. Elle était libre. James tomba à genoux en lisant la nouvelle. Hope le rejoignit, posant sa tête contre son cœur. Monroe éclata en sanglots silencieux, tandis que Rhys envoyait un simple texto à tout son réseau. Mission accomplie. Elle est en sécurité. Mais ce n'était pas encore la fin. Pas tant que James n'aurait décidé ce que signifiait vraiment sécurité. Le vent soufflait doucement sur les plaines du Dakota. Le soleil couchait ses derniers feux derrière les montagnes lointaines, teignant le ciel d'un orange brûlé que James n'avait pas vu depuis des années. Il se tenait sur le perron du vieux centre, Hope à ses pieds, Ranger à ses côtés, le regard perdu dans l'horizon. Ils étaient libres. Du moins, autant qu'on pouvait l'être après avoir survécu à l'oubli, aux mensonges, aux balles et au silence. Mais cette liberté n'était pas une fin. C'était une naissance. James le savait. Il ne pouvait pas retourner à sa vie d'avant. Ce n'était plus seulement l'histoire de Hope, ni même la sienne. C'était celle de tous les chiens oubliés, des vétérans brisés, des enfants abandonnés à des systèmes aveugles. Il fallait bâtir quelque chose, offrir une suite. Alors il lança un projet. Pas un sanctuaire, pas un simple refuge, quelque chose de plus grand, de plus fou. Havens Echo, un centre de reconstruction pour binômes homme-animal, un lieu où les vétérans pourraient guérir aux côtés de chiens ayant eux aussi vécu l'abandon, la guerre, les blessures invisibles, où la réciprocité deviendrait médecine. Il en parla à Rhys, à Monroe, à Dr Navarro, tous dirent oui, sans hésiter. Des dons affluèrent, d'anciens soldats envoyèrent des messages de soutien. Des enfants envoyèrent des dessins de Hope par la poste, certains accompagnés de pièces de monnaie scotchées sur le papier, pour qu'elle ait à manger. Et la première pierre fut posée par Maddie, littéralement. Elle creusa elle-même un trou au centre du terrain et y plaça un petit coffret contenant le premier collier de Hope, celui retrouvé dans le désert, désormais réparé, propre, intact. Ce sera son cœur, dit-elle. Hope, elle, s'adapta vite à sa nouvelle vie. Elle devint un symbole local. Chaque semaine, de nouveaux vétérans arrivaient, hésitants, murés dans leur douleur, et repartaient changés après quelques heures passées avec elle. Elle n'avait pas besoin d'aboyer, de sauter ou de lécher. Sa seule présence suffisait, sa tranquillité, sa force tranquille. Elle les regardait, et c'était comme si elle disait « Moi aussi j'ai survécu ». Ranger, quant à lui, ralentissait. Le vieux soldat sentait que sa mission touchait à sa fin. Un soir, il s'assit devant le feu, regarda James, puis Hope, et posa simplement sa tête sur les genoux de son maître. Il s'endormit paisiblement, le souffle lent, la respiration sereine. Il partit cette nuit-là, sans bruit, comme une légende qui sait quand s'effacer. James l'enterra sous le vieux chêne avec les honneurs qu'aucune armée ne lui avait jamais rendus. Et sur sa pierre, il fit graver « Rangé, il a creusé l'avenir ». Le temps passa, et avec lui les blessures commencèrent à cicatriser. Mais la vigilance, elle, ne s'éteignit jamais. Un jour, une lettre parvint au centre. Aucun tampon officiel, aucun expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille, 3 mots manuscrits, elle a gagné. James la brûla sans l'ouvrir davantage. Il savait ce que cela signifiait. Le programme Sentinelle n'était pas terminé. Quelque part, dans une salle grise, certains continuaient sûrement de jouer avec la vie. Mais tant que Hope existerait, tant que son histoire circulerait, tant qu'un enfant, quelque part, dirait « je veux devenir vétérinaire à cause d'elle », alors il ne pourrait jamais totalement effacer ce qu'elle représentait. Et puis, il y avait le petit miracle. Quelques mois après l'ouverture officielle de Havens Echo, Hope disparut brièvement dans les bois. James, inquiet, la chercha durant des heures.
C'est Maddie qui la retrouva, dans un creux de la colline, allongée près de 3 petits chiots qu'elle venait de mettre au monde, silencieuse, fière. Les vétérans du centre se relayèrent pour les nourrir, les protéger, les socialiser. Et bientôt, ils devinrent les nouveaux ambassadeurs du centre, chacun avec une personnalité différente, chacun porteur d'un éclat de ce que Hope avait initié. James nomma le premier Echo, le deuxième Liberty, et le troisième, il la nomma Ranger en hommage. Ce n'était plus une fin, c'était une lignée. L'histoire de Hope, née sous le sable brûlant d'un désert oublié, n'était plus une exception. Elle devenait un début, une mémoire vivante, une révolution douce, une déclaration silencieuse transmise de chien en humain et d'humain en espoir. Nous avons souffert, mais nous sommes restés debout, ensemble.